Hello et salut des pieds jusqu'à la tête, de la mode à la culture version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. La tête dans les astres mais les pieds bien sur terre, découvert des coulisses de la Cité des Sciences. Pour rester dans les étoiles, le chef Guy Savoy nous a reçus au cœur de la monnaie de Paris. C'est notre portrait du jour. Joséphine Baker a laissé sa trace dans la capitale. C'est dans ses pas que nous avons marché, ou plutôt dansé aujourd'hui. Légère aérienne, la plume derrière sa fragilité apparente se plie à toutes les envies de Maxime Leroy. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française, c'est Point de vue. Soucieux de toujours plus de transparence dans les cosmétiques, la marque Mawena a mis le paquet. Multipliant les labels Cruelty Free, Made in France et bien d'autres, la créatrice Elena Mendes s'est inspirée de ses voyages et de ses secrets de beauté de femmes à travers le monde. Nous aussi, on a envie d'être mis dans la confidence. La B306, ça vous dit quelque chose? Non, ce n'est pas le dernier modèle de voiture de sport, mais le nom d'une création de l'architecte Le Corbusier et de ses collaborateurs. Pas de chichi dans cette création, il voulait quelque chose d'ergonomique et de moderne, s'incluant dans un art décoratif fonctionnel. Visiblement, ça marche, car nous, on a juste envie de s'y installer pour faire la sieste. Anne-Laure Parot nous plonge au cœur de la création du monde en 7 jours. Et oui, vous feriez comment en 7 jours si tout ce boulot vous attendait? C'est avec poésie et sous les illustrations bienveillantes de Thomas Cotto que l'on découvre pas à pas la recette de création des animaux, de la nuit et du jour, de la mer ou encore des plantes. L'histoire raconte que le sou français serait né après une histoire de guerre et de derniers souvenirs laissés à sa fille. Quelques générations plus tard, Kilian Krogeneck crée sa marque. Le concept, une ancienne pièce de 5, 10 ou 25 centimes, additionnée à un lien de cuir ou de coton, le tout fabriqué à Osgore. Un brin chauvin, mais nous, on aime bien. Amoureux des étoiles ou scientifiques en herbe, il est temps de lever la tête pour découvrir les coulisses de la Cité des Sciences. Si vous avez toujours voulu percer les mystères de l'univers ou faire connaissance avec un robot, alors vous êtes au bon endroit. À la Cité des Sciences et de l'Industrie, on vient apprendre et comprendre le monde qui nous entoure. C'est un des plus grands centres scientifiques au monde, alors il nous fallait bien au moins 3 guides pour découvrir tous ses secrets. Mais d'abord, on a un rendez-vous chantier avec Christelle et ici, on ne rigole pas avec la sécurité. Là, l'idée, c'est de jouer, de travailler, puisque les enfants travailler tous ensemble à finir, à achever cette maison. Donc les enfants transportent des briques, ils ont des choses très très sérieuses à faire, ils vont les monter avec une grue. Donc il va falloir qu'ils s'adaptent aux autres, il va falloir qu'ils jouent ensemble et pas juste jouer côte à côte pour pouvoir construire cette maison. Ah, on comprend mieux pourquoi le casque est obligatoire. Ici, on est au cœur de la Cité des enfants. Oui, ça s'entend. Tout un espace réservé aux petits visiteurs. C'est un âge où ils sont extrêmement curieux, ils sont en train de s'ouvrir sur le monde. Donc c'est vraiment là où on peut les initier, où on peut les attirer vers quelque chose qui peut être scientifique. Et puis à travers le jeu, on va pouvoir tester. Donc on va pouvoir tester l'eau, mais on va pouvoir aussi tester ses sens. On va pouvoir tester ce qui se passe avec les autres. Dans la Cité des enfants, il y a aussi une fourmilière et une sphère à papillons. Ah, voici Adrien. Lui, il s'occupe de tout ce qui est vivant à la Cité des Sciences. Il prend soin de ceux qui volent, mais aussi de ceux qui nagent. Il y a toute une petite communauté de la Méditerranée derrière les vitres des 3 bassins. Et c'est notre jour de chance, Adrien nous emmène visiter les coulisses. Direction la quarantaine de l'aquarium. Ici, on reçoit nos poissons, on les introduit dans nos aquariums, on vérifie s'il n'y a pas de maladie, on les adapte aussi, on les acclimate à la nourriture congelée. Et une fois qu'on voit qu'il n'y a pas de parasites, qu'il n'y a pas de maladie, on les passe dans nos bassins. S'ils ont la taille suffisante, s'ils sont trop petits, on les passe en bassin de grossissement et on va les stabuler pendant, des fois, on peut faire 1 an, 2 ans de stabulation du poisson pour avoir un poisson adulte qui soit suffisamment grand pour ne pas se faire manger quand on le met dans les bassins. Juste à côté, toujours dans les coulisses, Adrien nous emmène dans l'animalerie centrale. Ici, les vedettes attendent pour aller rencontrer leur public. Phasmes, fourmis, vers et surtout souris. Les souris ne restent pas face publique trop longtemps, ils restent 3 jours face publique pour ne pas stresser. Ensuite, c'est un deuxième lot qui va partir en haut. Et la dernière phase, c'est qu'ils sont dans une chambre de récré pendant 1 semaine après. Donc ils vont s'amuser pendant 1 semaine, ils vont se détendre, ça permet d'éliminer tout le stress qu'elles peuvent accumuler face publique. Pendant que les souris prennent du bon temps, nous allons nourrir les carpes. Elles commencent à s'impatienter. Ah, voici Christelle.
Elle connaît tout sur le planétarium. Bah, attendez-nous Christelle! C'est pas encore ouvert au public et grâce à elle, on peut passer par une porte dérobée. Un planétarium, il a pour vocation de diffuser un contenu en relation avec l'astronomie. Donc c'est comme une salle de cinéma, à ceci près que la surface est en fait une demi-sphère, un dôme. La projection elle est assurée par 10 vidéoprojecteurs, eux-mêmes pilotés par 10 paires de serveurs. Et puis aussi par un technicien. Ici, on est en plein dans la régie. C'est de là que les projectionnistes vont pouvoir lancer les films. Vous avez ce que l'on appelle un script. En fait, c'est de la programmation et ces scripts vont nous permettre de dire que voilà, on va se déplacer plutôt à l'est, plutôt vers l'ouest, plutôt vers la Lune. Il faut savoir que dans ce script, toutes les échelles, toutes les distances sont respectées. On se croirait vraiment dans l'espace. Pour arriver à ce résultat, il faut pas mal de travail. Et tout est fait ici, dans les studios de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Il faut prévoir 1 an et demi pour pouvoir faire un spectacle de planétarium de 30 minutes. Parce que la réalisation d'un court-métrage de planétarium comprend évidemment l'écriture du scénario, la validation par un comité scientifique. Une fois que le scénario il est fait, il va falloir mettre tout ça en images. Ensuite, il faudra faire une post-production. Il faudra assurer les traductions. Et puis le mixage son. Notre petit doigt nous a dit que le film en cours de réalisation parlait d'un extraterrestre bien connu du grand public, une vague histoire de téléphone et de maison. Alors on n'a peut-être pas percé tous les mystères de l'univers, mais au moins quelques-uns de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Aussi beau pour les yeux que savoureux pour les papilles, la cuisine du chef Guy Savoy est pleine de richesses du terroir. Portrait à déguster. S'il existait une 4e étoile, Guy Savoy l'aurait certainement décroché depuis longtemps. Il est l'un des plus grands chefs au monde, il mériterait donc bien d'avoir un restaurant à la hauteur de son talent. La Monnaie de Paris, une vue imprenable sur la Seine et des cuisines aussi grandes que lumineuses. Comme chaque matin depuis plus de 50 ans, le chef reçoit les produits frais. Oui, on a bien dit au moins 50 ans. Et pourtant, on a l'impression que c'est son premier jour. C'est le premier plaisir de la journée, quoi, lorsque tout ça arrive, parce que c'est un peu magique. Il y a des gens qui se sont levés très tôt, qui sont partis à la pêche, d'autres qui l'ont transporté jusqu'ici. Il ne faut jamais oublier tout ça. L'émerveillement du cuisinier commence bien sûr par les produits. C'est ce qui nous donne envie. Des homards bien réveillés, un turbo bien en chair de 10 kg, des sols hyperactives. Avec ces produits d'exception, on croirait presque qu'il y a un océan aux portes de Paris. On profite de la générosité de la planète, en fait. 90% du travail du cuisinier est fait avec ce type de produit. Nous, on n'a plus rien à faire derrière, c'est juste le respecter, tout simplement. Nous, maintenant, l'objectif, c'est leur donner une nouvelle vie sous forme de réalisation qu'on va, et le geste n'est pas anodin, qu'on va déguster, donc qu'on va ingérer. La cuisine, c'est quelque chose de fort, c'est pas banal. Le fait de manger n'est pas banal. Pendant que les cuisines se réveillent doucement, la brigade en salle prépare les tables. Ah, revoilà le chef, c'est l'heure de la réunion avec tout l'état-major de la cuisine. J'ai vu que les sols étaient arrivés ce matin. Oui. Elles sont arrivées par la Seine ou quoi? Elles sont vivantes, non? Non. La préparation de la carte du printemps, c'est une réflexion collégiale. Le chef crée un cadre, surveille qu'il ne soit pas dépassé, mais pour le reste, il implique toute son équipe. Tout petit peu d'estragon, ou qu'est-ce qu'on fait? Estragon? Oui. Ouais. On s'aperçoit que c'est avec des gens très 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 différents qu'on fait une équipe cohérente. Qu'on fait une équipe qui fonctionne. Donc tous, chacun a sa personnalité. Et puis, c'est ces différentes personnalités, ces différentes sensibilités qui permettent d'affiner un peu plus et d'aller un peu plus loin dans tous les détails. En cuisine, les casseroles commencent à chauffer. Le chef, lui, a rendez-vous avec Patrick Chêne, un ami vigneron devenu son fournisseur de belles bouteilles. Mieux qu'un ami, un client. C'est une histoire qui dure depuis plus de 30 ans entre les deux gourmets. Alors forcément, Patrick connaît bien la cuisine du chef. Vous avez 2 routes devant vous, une qui monte, une qui ne descend. Guy prend toujours celle qui monte. Et c'est ça l'expertise, c'est ça l'excellence. Et c'est comme ça que je le définirais, c'est des gens qui ont l'excellence.
Et s'il n'y avait pas cette excellence, ben on aurait Guy Savoie en 2016 formidable, en 2017 un peu moins bien, en 2018 formidable. Et ce n'est pas le cas. Moi, c'est ce qui m'impressionne, là plus chez l'ami, mais chez le cuisinier, chez le chef d'entreprise aussi. C'est cette excellence qui est sans limite et surtout sans faille. C'est ce qui fait les grands. Maintenant, fini de déguster, c'est bientôt l'heure du service. Dans les salles, les tables sont prêtes pour accueillir les premières papilles. Assiettes, sculptures, peintures, le restaurant baigne dans l'art car le chef en est un amateur. L'artiste Fabrice Hibert a réalisé plusieurs œuvres pour lui. La dernière a même été directement faite sur les murs. Il y avait un problème dans ce salon, il y avait un côté sombre et donc il fallait mettre quelque chose et donc j'ai décidé de dessiner ces artichauts et peut-être faire petit à petit une forêt d'artichauts, pourquoi pas. J'adorerais, parce que c'est un hommage à Guy aussi, parce que sa fameuse soupe aux artichauts et aux truffes. Et les convives le remarquent, et certains demandent à être près des artichauts. Donc ils dégustent la soupe d'artichauts dans une forêt d'artichauts. On aurait bien continué à sourire avec le chef, mais le service va commencer. Rassurez-vous, on ne le quitte pas pour très longtemps. On retrouve sa joie de vivre et sa passion dans ses assiettes. Rien d'étonnant finalement pour un chef aussi gourmand. Bonjour Guy. Bonjour. Guy, en se fiant au guide, la liste, à tous les étoiles que vous avez au Michelin, au TOC et autres, vous êtes le plus beau restaurant du monde. Qu'est-ce que ça vous fait en entrant le matin? C'est une vraie chance d'être dans un lieu, alors je ne sais pas si c'est le plus beau, mais en tout cas, il est unique. Il est unique parce que dès que vous regardez par l'une des 11 fenêtres, je ne parle pas des fenêtres de la cuisine, je parle juste des fenêtres de la salle, vous identifiez Paris tout de suite. Complètement. On voit la Seine, on voit le Louvre, on voit la Samaritaine, on voit le Pont Neuf, le Pont des Arts. La magie s'opère non seulement avec ce que je vis moi, mais la magie s'opère aussi auprès des équipes. Parce que je crois je suis même certain qu'on est le seul restaurant au monde où les cuisiniers ont la même vue que les convives. Guy, ça fait bientôt 50 ans que vous êtes derrière les fourneaux, on va dire 25 ans. Est-ce que la passion, elle est toujours là? Mais alors, je vais rajouter à ces 50 ans, vous allez me dire que j'ai l'art de rajouter des choses. 50 ans, mais comme dans nos métiers, on fait 2 journées en une, ça fait donc 100 ans que je travaille. 100 ans. Si je n'étais pas animé par l'envie, par la passion qui débouche forcément sur l'enthousiasme et toute la jeunesse qu'il y a autour, parce que c'est pas un restaurant que je dirige, c'est un club de sport. C'est une équipe de sport, voilà. C'est un club de sport. J'en suis à la fois le président, parce que le coach. Je préside le capitaine, l'entraîneur. Malheureusement, il m'arrive parfois d'être obligé, je dis bien obligé, de faire l'arbitre. Parce que, voilà, mais c'est ça, et toute cette jeunesse autour. Mais moi, je ne sais pas si eux, ils ont envie de me ressembler, tous ces jeunes. Mais en tout cas, moi, au quotidien, mais j'ai envie de leur ressembler. J'ai envie d'avoir les mêmes mots, j'ai envie d'avoir le même dynamisme, j'ai envie d'avoir la même envie, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre à ces jeunes qui vous admirent, qui veulent être comme vous? Leur faire prendre conscience qu'on fait un métier merveilleux, qu'on est en permanence dans l'instantanéité. À partir du moment où le produit est chez nous, il faut le magnifier, mais dans un rythme formidable. Ce qui me fait me dire que la cuisine est l'art de transformer instantanément, le mot instantanément est primordial, en joie, des produits chargés d'histoire. On ne peut pas parler de votre parcours sans citer peut-être votre maman, oui, et ce qu'elle vous a transmis, mais aussi sans dire que la cuisine, en fin de compte, c'est de l'éphémère. On oui, dit que c'est de l'éphémère, mais ce qui nous marque tous, ce sont les goûts de notre enfance. Absolument. Et quelles sont vos premières émotions gustatives? Alors si j'en crois ma maman, parce que j'étais trop jeune pour m'en souvenir, elle me dit que l'artichaut était ma purée de légumes préférée. Et aujourd'hui, c'est votre plat signature. Voilà, donc aujourd'hui, la soupe d'artichaut à la truffe est le plat signature. Alors bon, est-ce qu'il y a une relation ou une liaison, pour reprendre un terme culinaire? Je ne sais pas, mais très certainement. Je veux dire, moi, pour que j'embrasse ce métier, il a fallu que j'aie des sensations lorsque je mangeais différentes des autres sensations. Moi, mes journées, elles étaient ponctuées
de menu, sans jeu de mots plaisir, qui était le petit déjeuner, la pomme à la récré, et après la récré, je pensais au déjeuner qu'elle avait préparé. Et après, je pensais au goûter. Donc, c'était pour moi des objectifs. Qu'est-ce qui vous fait rêver aujourd'hui, Guy Savoy? Qu'est-ce qui me fait rêver? La vie, parce que tout vous simplement. avez tout su. Mais non. Toutes les récompenses, vous les avez tous su. Mais la vie, tout simplement. Est-ce que vous avez le temps de profiter de la vie? Mais profiter, moi je profite. Actuellement, je profite de la vie. Profiter de la vie, c'est pouvoir se lever le matin, hein, et puis d'avoir des projets pour la journée. On est dans l'après-midi, mon prochain projet, c'est le dîner de ce soir. Hein, et puis après, on verra. Et puis ce week-end, il y aura des choses différentes. Peut-être que je me ferai une randonnée en montagne, ou j'en sais rien. Mais peu importe, mais la vie, quoi. J'irai peut-être voir un match de rugby ou un Grand Prix de Formule 1, je sais pas. En tout cas, ça vous réussit très bien, cette philosophie de vie. Merci beaucoup, Guy. Merci. C'est au cœur de Paris que Joséphine Baker a marqué les esprits. Figure emblématique du spectacle, nous sommes partis à sa découverte. Repérage, c'est votre rubrique des nicheuses de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé et swingé sur les pas de Joséphine Baker. Ce n'est un secret pour personne, l'icône noire américaine du XXe siècle avait un grain de folie. Alors c'est tout naturellement qu'on débute notre voyage aux Folies Bergères. C'est là qu'elle a défrayé la chronique peu après son arrivée à Paris en 1926 en dansant presque nue. Heureux hasard du calendrier, avant notre visite, Jean-Paul Gaultier a relooké les lieux avec son Fashion Freak Show, dans lequel il fait la part belle à notre artiste. Dans cette revue, un rêve de gosse pour le créateur. Joséphine, c'est elle, la mannequin Anna Cleveland. Et là, c'est tout sauf un hasard. L'histoire est vraiment spéciale et chère à ma famille. Comme vous pouvez le voir, j'ai une photo. C'est une photo de ma grand-mère avec Joséphine Baker. À l'époque, ma grand-mère lui confectionnait des costumes et elles étaient de très bonnes amies. Pour Anna, c'est tout un privilège de redonner vie au personnage et de mettre une touche de fantaisie dans sa carrière de top modèle. C'est comme une torche olympique qui a été transmise et qu'il faut porter. Car c'était une femme non seulement belle, classe et prestigieuse, mais elle voulait voir le public rire et sourire. Aux Folies Bergères, Joséphine Baker a incarné la classe sans prétention, la beauté tout en drôlerie, le chic sans craindre de choquer, et reste aujourd'hui une légende dans cette salle mythique qui fête ses 150 ans. Elle était la première interprète noire, nue, libre, à la fois drôle et sexy. Et elle était, à son époque, d'une très grande transgression. Elle incarne un personnage que Jean-Paul aurait pu engager comme ça aujourd'hui. Joséphine Baker a aussi marqué Paris de son empreinte de pieds nus au Théâtre des Champs-Élysées, au Casino de Paris ou encore à Bobino pour ses derniers spectacles. Et toute cette danse, ça nous donne faim. Direction le 15e arrondissement dans l'un de ses restaurants fétiches. Et on n'est pas vraiment dans une guinguette. Pour elle, c'était La Coupole, établissement prestigieux fondé en 1927. Et la visite nous est offerte par Brian, l'un de ses 12 enfants. Voilà, c'est la photo des années 27-28. Ma mère est en compagnie de son Pygmalion, ami et amant Pépito Abatino à La Coupole. Et cette photo lui rend hommage à son souvenir et à son passage ici. Une photo et une peinture sur l'un des 32 piliers du restaurant. Temple de l'art déco, c'était the place to be pour de nombreuses personnalités comme Aragon, Matisse, Picasso ou Sartre, Prévert, Gainsbourg. Joséphine Baker y a vécu les années folles aux côtés des peintres Man Ray ou Fujita, ou encore de son secrétaire et amant lui aussi, Georges Simenon. Le côté plutôt frivole, luxueux, fêtard de ce lieu, c'est aussi à une période où elle n'a que 20 ans, où elle profite de la vie, de son succès. Vous reprendrez bien une tournée de Joséphine Baker? Eh bien, en dernier clin d'œil, La Coupole lui a dédié un cocktail trop chic. Toutes ces festivités, ça fatigue un peu, on se laisse tenter par une petite sieste au Scribe.
À 2 pas de l'Olympia où Joséphine se produisait entre 56 et 68, le palace construit sous le Second Empire a nourri son histoire de visiteurs de marque, dont notre diva. Depuis 2007, la déco du 2e étage signée Jacques Grange lui rend un hommage pour le moins appuyé avec une douzaine de panneaux à son effigie. Il faut dire que Joséphine Baker n'était pas tout à fait une cliente comme les autres. C'était un peu comme sa résidence parisienne. Elle avait sa femme de chambre attitrée et faisait souvent venir ses 12 enfants, sa tribu arc-en-ciel. Ils jouaient à cache-cache dans les couloirs, curieux des secrets que renfermaient les portes aujourd'hui ornées du portrait de leur mère. Et voilà, de Montparnasse à la rue Scribe, l'artiste, militante et résistante, avait peut-être des goûts de luxe, mais elle avait surtout 2 amours, dont Paris, et Paris le lui a bien rendu. Qu'elle orne les plus beaux oiseaux, nous servent à écrire ou par les tenues des grands couturiers, la plume en a sous le duvet. C'est Focus. Quel est le point commun entre les Indiens d'Amérique, Marie-Antoinette et ce défilé de mode ? Vous avez l'œil, c'est bien la plume, sacrée pour les premiers, bien plus accessoire et esthétique de notre côté de l'Atlantique. Dans tous les cas, c'est le fruit d'un vrai travail, l'art plumaire ou plumasserie. Un art de la couleur et de la texture tant la palette est grande. On ne va pas vous mentir, aujourd'hui cet artisanat se raréfie un peu. Mais à son apogée, à l'aube du XXe siècle, il faisait tourner plus de 800 maisons et ateliers à Paris. C'est que le travail de la plume, c'est une foule de techniques. Il faut la laver au savon et à l'eau claire, la teindre parfois et la blanchir, la mettre en craie, puis à la vapeur pour qu'elle retrouve son panache. Avant l'ultime étape, l'assemblage, parfois monumental. Aujourd'hui, l'accès aux plumes est très réglementé, surtout pour les espèces rares et protégées. À la Maison Février qui fête ses 90 ans, la tradition perdure et le plumassier Maxime Leroy se régale. Ce qui est extraordinaire, c'est la qualité des plumes, parce que comme on est sur du stock ancien, les plumes en elles-mêmes étaient très calibrées. Là, pour le coup, il y avait un vrai élevage. Et elles sont satinées, elles sont brillantes, elles sont beaucoup plus épaisses, beaucoup plus jolies que ce qu'on retrouve maintenant sur le marché. Des stocks anciens, tout comme les savoir-faire. Maxime est le nouveau directeur artistique de cette maison et il est bien déterminé à les préserver. On est l'une des rares, voire la seule en France et au monde, à avoir encore les termes et les techniques ancestrales. C'est-à-dire, on a des personnes qui sont des autruchiennes, qui ne travaillent que la plume d'autruche. Oui, autruchienne, c'est un vrai métier. Mais Maxime a un style un peu différent. Dans son atelier, il travaille des plumes un peu moins encombrantes et les sublime à sa manière. Comme pour cette série de broches au style emprunté à l'ikebana, l'art floral japonais. Ici, pas de pétales, mais des plumes de perroquet soigneusement choisies et chouchoutées. C'est un peu comme les cheveux, c'est de la kératine. Donc pour retrouver une belle plume, il faut les passer à la vapeur dans un premier temps. Puis après, c'est les sélectionner en fonction du dégradé qu'on veut faire sur la broche. Pour cette application-là, je garde que ça. Mais je garde toutes mes plumes. Ça, c'est pas du déchet. Ça, je vais le recycler sur d'autres applications pour d'autres histoires à raconter. Et chaque plume est unique. Sa couleur, comme sa douceur ou sa rigidité, varie en fonction de sa place sur le corps de l'oiseau. Un vrai casse-tête pour la sélection et une bonne raison pour garder la moindre chute. Surtout pour Maxime, qui préfère utiliser les plumes de mue, celles que l'oiseau perd naturellement. Question de principe. Et raison de plus pour y aller tout en douceur, à la pince, au moment de l'encollage sur le support. Les premières sont les plus compliquées à placer, parce que c'est elles qui définissent la rythmique. Et c'est ce qui va après induire la rythmique de tout le reste. Maxime progresse avec délicatesse et pose les fragments de plumes l'un après l'autre, de l'intérieur vers l'extérieur, les superpose de la plus claire à la plus foncée. Coloriste à sa manière, il joue sur les nuances, bien souvent naturelles, et jongle avec les textures qu'offre le matériau brut. Alors là, je place pour voir mes petites finitions. Je fais un essai à blanc, bien sûr. Ça se trouve, ça plaira pas au final, je vais regarder. Dans ses créations, tout est plume, même ce qui n'en a pas du tout l'air. C'est d'ailleurs ce qui plaît à Maxime, et ce n'est pas sa déco faite maison qui le contredira. Ceci n'est pas une plante. C'est juste des idées de trompe-l'œil ou de se dire « Ah, waouh, en fait, là, il y a de la plume. Mais on dirait de la neige, mais on dirait de la mousse. » Ou carrément « Non, je te crois pas, c'est pas de la plume. » Formé dans le lycée Octave Gueuyet, le seul de France dans ce domaine, aucune plume ne lui résiste. Il les tord et les brûle, les tresse et les brode, les déstructure et les restructure, que ce soit pour la haute couture ou pour l'art, pour le design ou pour le cinéma.
J'ai testé beaucoup de choses, la pierre, le bois, etc. Et la matière plume me parlait beaucoup plus facilement. On sait quelle matière peut rendre quelle chose, si je la teins, si je la brûle avec des produits. En la mettant en volume, en faisant ce genre de choses, on peut la transformer. Vous pensiez avoir tout vu? Témoin de son large éventail de techniques, cette moto a fait sensation au Palais de Tokyo en 2016. Hérissée de plumes noires, elle est bien la preuve que Maxime Leroy peut glisser ses plumes absolument partout. La version française est déjà terminée, mais j'espère vous retrouver très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!